29 participants. Donc, je reprends. Donc, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit que la mandibule est le seul os qui est mobile de la face, vu la présence des courbures et la présentation de l'os lui-même en la formation en arc et la présence de courbures qui fait que les fractures mandibulaires sont plus fréquentes par rapport au massif facial supérieur. Et les répercussions, donc depuis les répercussions fonctionnelles et esthétiques ou morphologiques sont fréquentes. Pourquoi? Parce que vu que si vous voulez, les points de croissance qui se trouvent au niveau de cet os fait que les répercussions, surtout esthétiques et morphologiques, sont fréquentes, surtout quand la fracture survient à un âge précoce et le patient est en période de croissance, et donc où il y a, si vous voulez, arrêt à cause de cette fracture, et si elle ne sera pas prise en charge correctement, il y aura des répercussions sur ces sites de croissance, et à ce moment-là, donc, il y aura des déformations, si vous voulez, faciales. On reprend la définition de la fracture qui est une solution brutale et accidentelle de la continuité d'un os. Elle peut être ouverte ou fermée. Ouverte, on a dit, si elle communique avec la cavité buccale ou avec le milieu externe par la présence d'une plaie cutanée ou alors muqueuse. Elle est fermée quand le trait de fracture est présent, mais sans communication, sans présence de plaie muqueuse ou cutanée. Pour la fracture maintenant, pour la fracture totale, donc elle intéresse toute l'épaisseur de l'os et elle est partielle, elle intéresse une partie de l'os. Souvent, quand elle est partielle, elle se présente soit au rebord alvéolaire, soit au niveau du rebord basilaire. Alors, rappel anatomique. Donc, on fait le rappel anatomique. Pourquoi? C'est pour comprendre, si vous voulez, le futur des fractures et la fréquence des fractures mandibulaires. Donc, on a dit que l'os maxillaire, mandibulaire, il est en forme d'arc où il y a beaucoup de courbures. Et là, ce qui fait que la fréquence est importante des fractures mandibulaires. Il est constitué principalement d'os compacts. C'est un os qui est dur. Et un os qui est dur, ça veut dire les fractures sont fréquentes par rapport au maxillaire supérieur. Donc, ce qu'il faut retenir, que les fractures mandibulaires sont fréquentes en raison de la présence en saillie. C'est un os qui est projeté en avant de la face. La structure osseuse qui est principalement constituée d'os compacts et aussi comment dirais-je, la présence de courbures. La vascularisation au niveau mandibulaire, elle est terminale, assurée par l'artère faciale, face externe, et l'artère alvéolaire inférieure au niveau de la face interne. Et comme elle est terminale, ça veut dire que c'est un os qui est mal vascularisé et que l'infection est fréquente. Donc, et la cicatrisation après fracture, elle est lente. La mandibule, comme vous savez, innervée par le nerf, la troisième branche du 5, c'est le nerf mandibulaire, le 5-3.
C'est un os, on a dit, c'est un os mobile. Pourquoi mobile? Parce que c'est la zone d'insertion des muscles masticateurs qui sont responsables de cette élévation et de l'abaissement ou de cette mobilité. Là, je ne vais pas répéter pour les muscles élévateurs qui sont le temporal, le masséter, le ptérygoïdien médial. Et pour les muscles abaisseurs et surtout le muscle propulseur et déducteur, c'est le ptérygoïdien latéral. Pourquoi parler de la physiologie ou de la mobilité des muscles masticateurs? C'est pour comprendre après, quand il y a une fracture au niveau de l'arc mandibulaire, pour comprendre les déplacements secondaires. D'accord? Déplacements secondaires, c'est dû à la physiologie des muscles. On a dit que les fractures mandibulaires représentent 2/3 des fractures des maxillaires. Le 1/3, ça sera pour les maxillaires du maxillaire supérieur. Elle est fréquente chez l'homme et entre 20 à 40 ans. Pourquoi? On a dit c'est le pic de l'activité de l'être humain. Et fréquente chez les garçons, pourquoi? C'est la nature de l'activité, aussi de l'activité sportive qui fait que ces fractures sont fréquentes chez l'homme. Pour les causes, on a dit en premier lieu, ça sera les RICS, les accidents de la circulation et les activités sportives. Après, il y a les accidents de travail et les accidents balistiques. Les accidents balistiques qui donnent une perte de substance. Pour les causes iatrogènes, on a dit c'est les causes dues à une thérapeutique causée par le praticien. C'est au cours d'une désinclusion d'une dent, c'est surtout les dents de sagesse et la présence de la dent au niveau de l'angle mandibulaire. C'est la raison pour laquelle les fractures, surtout au niveau de l'angle, est fréquente. L'exérèse aussi d'une tumeur ou d'un kyste volumineux. Aussi, il y a des causes prédisposantes, ça veut dire qu'avec la présence d'une autre cause, va, si vous voulez, augmenter le risque de la survenue de cette fracture. Il y a les troubles osseux localisés ou généralisés. Exemple, généralisé, c'est tel que l'ostéoporose, c'est un os qui devient fragile. Et les tumeurs localisées, ce sera la présence de certaines tumeurs bénignes ou alors la présence, donc pour les tumeurs malignes qui vont envahir l'os et détruire, ils vont entraîner une destruction. Donc, les tumeurs bénignes, la tumeur elle donne pas une destruction comme en cas de tumeur maligne, mais elle transforme l'os en une coque, d'accord? Ce qui fragilise l'os et il sera prédisposé à une fracture. C'est ce qu'on appelle là les fractures pathologiques. Certains facteurs anatomiques, on a dit, c'est un os où il y a beaucoup de courbures. C'est surtout au niveau de l'angle, au niveau de la région parasymphysaire, la région au niveau de l'angle goniaque, au niveau du col, parce que le col du condyle est une zone qui est mince, effilée. Et la région du trou mentonnier, vu la présence de ce trou, et la symphyse. Aussi, on appelle aussi les zones de faiblesse, la région de la canine, parce que la présence de la canine, la racine de la canine est beaucoup plus, elle est proche de la table externe et elle se trouve dans une zone où il y a une courbure. Une dent de sagesse aussi incluse, c'est surtout au niveau de l'angle. La présence de germes dentaires, donc qui perforent l'os, et à ce moment-là, il sera aussi fragile et prédisposé aux fractures. Les zones édentées parce qu'il y a la résorption osseuse qui donne
une diminution de la hauteur et de l'épaisseur de l'os, et à ce moment-là, il sera prédisposé aux fractures. Selon la topographie, pour étudier les formes cliniques de la fracture mandibulaire, on répartit, il y a plusieurs classifications. On va adopter celle qui est topographique. On prend la zone, d'abord la région de la symphyse, c'est à partir de la face, c'est un prolongement de la face distale de la canine jusqu'à l'autre canine, c'est la région symphysaire. On appelle les fractures de la branche horizontale, c'est à partir de la face mésiale, prolongement à partir de la face mésiale de la première prémolaire jusqu'à la face distale de la deuxième molaire. Les fractures de l'angle mandibulaire qui sont situées à partir donc de la face distale, si vous voulez, prolongement de la face distale de la deuxième molaire jusqu'à la ligne qui prolonge le bord, si vous voulez, le bord alvéolaire postérieur jusqu'à, comme vous voyez, le bord postérieur de la branche montante. Et les fractures de la branche montante, ça sera au niveau de l'angle, à partir de l'angle jusqu'à, comme vous voyez sur l'image, c'est antérieurement la zone d'insertion du coronet et postérieurement, ça sera le condyle. Donc, à partir de, comme vous voyez là, la ligne qui prolonge l'échancrure sigmoïde. Et les fractures du coronet, c'est la partie qui se trouve en avant de la branche montante, la saillie antérieure. Et les fractures condyliennes, ce sont les zones d'insertion ou, si vous voulez, d'implantation du condyle. Pour les fractures condyliennes, il y a ce qu'on appelle les fractures extra-articulaires et intra-articulaires. Donc, extra-articulaires, que vous voyez en vert sur l'image. Madame, le diapo est bloqué. On ne voit pas. J'ai partagé. Madame, le diapo est bloqué dans l'étiologie. Sauf l'étiologie? Oui. Comment ça? Je ne sais pas, mais... On a dit c'est la région symphysaire. On a dit c'est la région du tronc mentonnier. On a dit c'est la région goniaque et au niveau du col condylien. C'est ce qu'on appelle les zones de faiblesse. Zones de faiblesse, pourquoi? Ça veut dire c'est où les fractures sont fréquentes. On appelle aussi les zones de faiblesse la région de la canine. Pourquoi? Parce que la canine, on a dit, la racine, elle est beaucoup plus proche de la table externe. La dent de sagesse qui se trouve au niveau, surtout incluse, quand elle est incluse, donc elle va, en plus elle se trouve au niveau de l'angle. Et quand il y a plusieurs gemmes au niveau de l'os, c'est encore en denture mixte. Aussi, il y a les zones édentées. Un patient édenté, donc les fractures sont fréquentes. Maintenant, on a dit on va parler on va développer les formes cliniques en fonction de la topographie du trait de fracture. Donc, on appelle les fractures de la région symphysaire. Ce sont les traits de fracture qui sont situés à partir de la face distale de la première canine jusqu'à la face distale de l'autre canine. C'est tous les traits de fracture qui sont situés dans cette région, on les appelle les fractures symphysaires. Les fractures qui sont situées entre la face mésiale de la première prémolaire jusqu'à la face distale de la deuxième molaire, ce sont les fractures de la branche horizontale. Celle de l'angle, c'est la face distale de la deuxième molaire jusqu'à la zone d'implantation de la branche montante. Ce sont les fractures angulaires. Maintenant, la branche montante, là, située au niveau de la zone d'implantation de cette branche, en avant jusqu'aux zones d'insertion du coronet et postérieurement le bord qui prolonge l'échancrure sigmoïde. Les fractures du coronet, c'est le bord antérieur qui prolonge l'échancrure. Et là, les fractures condyliennes,
c'est à partir de, si vous voulez, du bord qui prolonge postérieurement vers en arrière et en bas l'échancrure sigmoïde. On détaille beaucoup plus les fractures condyliennes en fractures extra-articulaires et fractures articulaires. Lesquelles? Les extra-articulaires, comme vous voyez là en vert, d'accord? C'est la zone d'abord en bas, c'est les fractures ou bien les traits de fracture situés entre le bord postérieur qui prolonge l'échancrure sigmoïde et en haut, c'est si vous voulez, c'est la zone d'implantation du condyle mandibulaire. Et les articulaires, ce sont les fractures du col et les fractures de la tête condylienne, ce que vous voyez en jaune et en rose, d'accord? On va commencer d'abord, on va expliquer certains termes. D'abord, le mécanisme, on va expliquer le mécanisme de fracture mandibulaire. Ça se fait soit par choc direct ou indirect. Un choc direct, ça veut dire le trait de fracture va situé au niveau du choc, d'accord? Je donne par exemple ici la mandibule, cet arc mandibulaire reçoit un choc au niveau de cette région. Il va donner un trait de fracture à ce niveau. C'est un choc direct. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, la direction du choc, c'est de la face externe vers la face interne, ce qui va donner un élargissement de l'arc mandibulaire. Il va devenir large. Maintenant, le choc indirect, c'est que je donne un coup, par exemple, à ce niveau où il y a la flèche. Par contre, le trait de fracture va se réaliser à distance au niveau du point d'impact. Est-ce que c'est clair? Choc indirect, ça veut dire il y a un trait de fracture à distance qui va se faire à distance, comme vous voyez là. Je donne un coup au niveau prémolaire, au niveau de la branche horizontale. Il va y avoir une fracture au niveau symphysaire. C'est ce qu'on appelle le choc indirect. Pourquoi? C'est en fonction de l'intensité de ce choc. Plus il est important, il va donner des fractures à distance. Et ces fractures, ils vont être où? C'est au niveau des zones de faiblesse. D'accord? Et là, quand je donne un coup latéralement, il va donner une fracture symphysaire. Il va donner, si vous voulez, la fermeture de l'arc mandibulaire. C'est ce qu'on appelle le mécanisme. Maintenant, le déplacement. C'est quoi un déplacement? Le déplacement, il peut se faire. Pourquoi parler de déplacement? D'abord, il faut comprendre, ça veut dire quoi un déplacement primaire et un déplacement secondaire. Un déplacement primaire, c'est le choc. C'est en fonction de l'intensité du choc. Plus il est important, plus il va y avoir un déplacement de l'os fracturé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les insertions musculaires. Et le choc, le déplacement secondaire, il vient après. C'est pas le choc, il n'est pas causé par le choc. Par contre, il va être causé par l'insertion, la physiologie musculaire. C'est pour ça qu'on a parlé de la physiologie des muscles masticateurs. Vu que c'est un os mobile, il peut y avoir, donc vu la mobilité de l'os par les muscles, il peut y avoir un déplacement qui se fait secondaire dû à ces insertions musculaires. Et il se fait dans le sens du mouvement des muscles. D'accord? Et là, on va parler de 3 types de déplacements. Donc, le déplacement dépend de la direction et de l'intensité du choc. Il va dépendre aussi du nombre et de l'orientation des traits de fracture. Et il dépend aussi de l'action des muscles masticateurs. C'est ce qu'on a. C'est pour ça, tout ce qui dépend des muscles masticateurs, c'est un déplacement secondaire. Et il dépend aussi de la présence ou l'absence des dents. Parce que des fois,
quand il y a un édentement, ce qui va aggraver le déplacement. La présence des dents, vu l'occlusion, ça va, si vous voulez, être contre le déplacement secondaire. On va donner des exemples. Je vais expliquer ça veut dire quoi un décalage. Tout ça, c'est des... vous m'excusez pour une minute. On va expliquer les 3 déplacements qui sont le décalage, le chevauchement et l'angulation. Un décalage, c'est un déplacement. Comme vous voyez sur les flèches, la photo A, ou bien l'image A. C'est quoi un décalage? Un décalage, c'est un déplacement dans le plan sagittal antéro-postérieur. D'accord? Il va y avoir un déplacement, comme vous voyez là. Il y a une fracture, un trait de fracture oblique au niveau de la région de la branche horizontale. Il va y avoir donc ici le fragment supérieur. Comme vous voyez, il va être déplacé vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a l'action des muscles temporaux et le masséter. Parce que ce sont des muscles élévateurs. Ils vont élever ce fragment vers le haut. Par contre, ce fragment, suivez la flèche vers le bas, il va être déplacé vers le bas et en arrière parce qu'il est sous l'action des muscles abaisseurs qui s'insèrent au niveau du bord inférieur de la mandibule. Est-ce que c'est clair? Donc, le premier fragment, le grand fragment, il va être déplacé en bas et en arrière sous l'action des muscles abaisseurs. Et le muscle postérieur va être déplacé vers le haut et en avant, ce qui va donner un décalage. Je répète, et vous mentionnez que le décalage est un déplacement qui se fait dans le plan sagittal, sens antéro-postérieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. On passe maintenant, on va expliquer c'est quoi un chevauchement. Donc, ici, les 2 fragments vont être chevauchés. On définit le chevauchement comme un déplacement dans le plan horizontal, sens antéro-postérieur ou bien mésio-distal. Comme vous voyez là, j'explique par le schéma. On prend toujours le même trait de fracture. Là, on a dit le petit fragment postérieur, il va venir vers l'avant sous l'action des muscles élévateurs. Par contre, celui-là, le grand fragment, il va se déplacer vers l'arrière, ce qui donne un chevauchement des 2 fragments parce qu'il est sous l'action des muscles abaisseurs qui vont protruser la mandibule. Donc, ce qui donne un chevauchement. D'accord? Je répète, le chevauchement est un déplacement dans le plan horizontal, sens antéro-postérieur ou bien mésio-distal. Le troisième déplacement, c'est une angulation. Et angulation, on la voit aussi au niveau des condyles, des fractures condyliennes. D'accord? C'est une angulation. Par définition, l'angulation, ce qui donne, ici les 2 fragments vont former un angle. C'est un déplacement frontal, c'est un déplacement dans le plan frontal ou vestibulo-lingual. Ou sens vestibulo-lingual, d'accord? Donc, plan frontal, sens vestibulo-lingual. Comme vous voyez là, donc la fracture condylienne, il y a le col condylien, la tête condylienne qui va se déplacer en dedans, formant un angle avec l'arc mandibulaire. D'accord? Donc, vous devez comprendre les déplacements, c'est pour comprendre le futur, si vous voulez, le futur des fragments après une fracture. Madame, j'ai pas compris la partie de l'angulation. Comme vous voyez là, elle est expliquée au niveau de la fracture condylienne. Là, la tête condylienne, elle sera manipulée par quel muscle? Temporaire. Temporaire. Aussi, il n'y a pas uniquement. Il y a aussi le ptérygoïdien.
latéral, le ptérygoïdien latéral. Donc, et à ce moment-là, on aura une angulation. Et là, ça dépend aussi de l'orientation du biseau. Le biseau, c'est quoi? Comme vous voyez là, en point, là, c'est le biseau. Il peut être interne, ça veut dire il regarde la table interne de l'os mandibulaire, soit externe, comme vous voyez là, ce fragment où le biseau, il regarde la table externe. Tout ça, donc le trait de fracture ou bien le déplacement dépend de tous ces facteurs. L'angulation, si on veut simplifier, la tête condylienne va former un angle en bout. Décaler quelque chose. Ça veut dire quoi? Un fragment, ils vont être éloignés. D'accord? Ils vont être éloignés. Le décalage, je répète, est un déplacement dans le plan sagittal, sens antéro-postérieur. Donc, le premier fragment, il sera élevé ou bien ascensionné vers le haut. Le deuxième fragment, il va déplacer vers le bas. Ça sera un éloignement des deux fragments. Par contre, le chevauchement, si vous voulez, c'est l'inverse du décalage. Ils vont être chevauchés. C'est un déplacement dans le plan horizontal, sens mésiodistal ou antéro-postérieur. L'angulation est un déplacement frontal, sens vestibulo-lingual. C'est clair? Donc, les deux fragments, l'angulation, si on veut simplifier, les deux fragments vont former un angle. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. On continue. Donc, maintenant, l'orientation du trait. Il peut être vertical, horizontal ou alors oblique. Comme vous voyez là, au niveau symbizère, il peut être vertical. Il peut être horizontal, comme vous voyez là, au niveau de la branche la branche montante. Et il peut être oblique, soit au niveau de la branche horizontale ou bien au niveau de l'angle. Madame, Oblique, oui. pour l'orientation de la photo qui est à gauche. La photo Oui, c'est à écrit, gauche. oui, c'est écrit vertical. Oui. La fracture, c'est un décalage ou c'est une angulation? Mais là, il n'y a pas de déplacement. Donc, Il n'y a pas de déplacement. Le déplacement pour une fracture, il n'est pas systématique. Hein? Il peut y avoir un trait de fracture, mais sans déplacement. D'accord. Je vais expliquer au fur et à mesure, vous allez comprendre. D'accord? Donc, il faut d'abord comprendre, donner l'orientation du trait de fracture. On a dit vertical, horizontal, oblique d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Est-ce que c'est clair? On va voir s'il y a des questions. C'est bon? Pour le moment, non. Maintenant, on va détailler l'examen clinique d'un patient traumatisé. Commençons par l'interrogatoire, ensuite l'examen clinique, l'examen régional et radiologique pour poser un diagnostic. Au cours de l'interrogatoire, toujours, il faut donner les circonstances de traumatisme. Ça veut dire quand et comment le patient a eu le traumatisme. Le mécanisme, les signes fonctionnels, s'il y a perte de substance, altération de l'état général, perte de connaissance avec chercher des épistaxis ou alors des fois présence de liquide, comment dirais-je, c'est surtout pour les traumatismes, les traumas crâniens. Il faut chercher une perte de connaissance totale. Ça veut dire là, on va être orienté vers un traumatisme crânien. Pourquoi? Parce qu'avant de prendre en charge le traumatisme maxillaire, il faut assurer, il faut enlever l'urgence vitale et dépister
s'il y a des lésions associées même viscérales ou ostéo-articulaires. Donc, au cours de l'interrogatoire d'un traumatisé, et des fois, il est difficile, et généralement, quand il y a perte de substance ou le patient n'est pas, ou le trauma est frais, généralement, on fait l'interrogatoire avec celui qui accompagne le patient traumatisé. Donc, donner la date, les circonstances de survenue, s'il y a agression, en cas d'accident, est-ce que l'accident a eu au cours d'une activité sportive, chercher le point d'impact, s'il est latéral ou centrofacial, la direction et l'intensité du choc. Pourquoi? C'est toujours afin de détecter ou bien chercher les traits de fracture. L'existence de signes fonctionnels, douleurs provoquées ou bien spontanées au cours de la mastication, ou alors sensation de craquement au niveau surtout articulaire. S'il y a une gêne fonctionnelle, une limitation de l'ouverture buccale, là, c'est pour s'orienter. Chercher une éventuelle perte de connaissance. Pourquoi? C'est afin de beaucoup plus chercher un traumatisme crânien ou présence de liquide céphalorachidien par le nez. Aussi, se renseigner sur le statut vaccinal antitétanique du patient et s'il y a des antécédents généraux, ça veut dire si le patient présente une pathologie générale ou alors sous une médication. À l'examen, ensuite, passer à l'examen exobuccal. Faire l'inspection, donc voir l'état des téguments. Il faut noter toutes les plaies, les ecchymoses au niveau facial. S'il y a une déformation ou bien une latérodéviation mandibulaire, toujours qu'on doit annoter. Et chercher beaucoup plus, c'est surtout chez l'enfant, chercher, et même l'adulte, chercher une plaie au niveau du menton. Pourquoi? Parce que la plaie au niveau du menton va toujours nous renseigner qu'il y a une possibilité de fracture condylienne. Ça veut dire un choc sur le menton peut entraîner ou donner une fracture à distance, surtout condylienne, parce que c'est la zone de faiblesse. On va utiliser le pointeur. Donc, notez toutes les plaies, les ecchymoses. Ensuite, donc ça c'est à l'inspection, les déformations faciales, éventuelle latérodéviation de mandibulaire. S'il y a écoulement de sang ou de salive ou même de liquide céphalorachidien par le nez, voir la motricité faciale, donc c'est pour voir l'intégrité, pour tester l'intégrité du nerf facial. Donc, on demande aux patients de prononcer certaines lettres comme le O, le S, le SE, le SI, et de fermer même les yeux et d'ouvrir pour voir. C'est l'examen, on appelle l'examen de la mimique. C'est pour voir, tester la fonction du nerf facial. Ensuite, faire la palpation toujours, comme vous voyez sur l'image, tout ce qui est en gris, là, qu'on doit palper. Donc, palper le front ou bien la palpation des reliefs osseux ou à la recherche d'une sensibilité ou alors d'une discontinuité. Ça va nous renseigner sur les fractures, sur les traits de fracture. Donc, les orbites, le front, ensuite les os propres du nez, d'accord? Après, l'arcade zygomatique. Ensuite, la région condylienne. Ensuite, le bord basilaire de la mandibule. Et après, ensuite, vous avez ici, c'est le prémaxillaire, toujours à la recherche d'une discontinuité ou d'une sensibilité. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle certaines manœuvres dynamiques spécifiques. Donc, on essaie de fixer le front et de mobiliser le massif facial supérieur. Après, ça sera l'examen des ATM. On palpe
s'il y a si le jeu condylien est perçu ou non. S'il n'est pas perçu, ça veut dire c'est au niveau en statique et en dynamique. S'il n'est pas perçu, ça veut dire qu'il y a une fracture condylienne. Après, on fait ce qu'on appelle la manœuvre de Bercher. D'abord, rechercher une douleur provoquée à distance au point d'appui. Ça veut dire quoi? On appuie au niveau du menton. Il peut y avoir une fracture à ce niveau, symphysaire, comme il peut donner une fracture angulaire ou bien condylienne à distance. Après, il faut appuyer sur l'angle pour voir s'il y a une sensibilité à ce niveau et aussi au niveau antérieur. Donc, on demande au patient où il a une douleur. Après, ça sera l'examen de la sensibilité cutaneo-muqueuse à la recherche de l'intégrité du nerf trijumeau. En endobuccal, alors, j'ai oublié de vous expliquer la manœuvre de Bercher. Alors, c'est quoi la manœuvre de Bercher? C'est pour tester s'il y a une fracture au niveau de l'arc mandibulaire. On essaie avec les deux mains de maintenir les deux parties de la mandibule. Et après, on essaie de mobiliser la mandibule. S'il y a une mobilité, ça veut dire qu'il y a une fracture symphysaire ou bien parasymphysaire. En endobuccal, il faut... Madame. Pardon, on appelle comment le manœuvre? Bercher. D'accord. B-E-R-C-H-E-R. D'accord. Ça va venir après donc les prochaines diapos. Ah, d'accord. Ensuite, en endobuccal, il faut étudier l'articulé dentaire. S'il y a un déplacement, s'il y a un édentement, s'il y a voir l'occlusion en statique toujours et en dynamique. Et aussi voir inspection de tout l'aspect de la muqueuse buccale, s'il y a des plaies, des hématomes même et des ecchymoses, et voir l'état des dents. Des fois, c'est associé à des fractures alvéolo-dentaires, une égression, un déplacement dentaire, une fracture coronaire, ou alors des fois absence de la dent, ce qui est dû à une ingression. Ça veut dire la dent qui se trouve en totalité dans l'alvéole. Donc, étude de la cinétique et de la dynamique, comme vous voyez là. Il demandait au patient d'ouvrir et de fermer, de faire la déduction, ensuite d'avancer la mandibule, c'est la propulsion, de propulser et lui dire d'abord évaluer s'il peut faire les mouvements et s'il a une sensibilité. Voilà la technique de Bercher. J'explique. Donc, là, c'est pour voir s'il y a une fracture symphysaire ou parasymphysaire. On maintient les deux fragments, donc les deux doigts sur l'arcade, sur les dents. Les deux autres maintiennent la mandibule. On essaie de mobiliser dans le sens vertical. S'il y a une mobilité, ça veut dire il faut faire une radio pour chercher une fracture symphysaire ou parasymphysaire. L'examen régional, c'est dans le cadre où les fractures mandibulaires sont associées à d'autres fractures. C'est surtout les traumatismes de la circulation, les accidents de la circulation, où on parle de polytraumatisme. Il faut faire un examen ophtalmo. Si vous voyez déjà qu'il y a une conjonctivite, s'il y a une diplopie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Un examen oral et même neurologique. Et ça se fait dans le cadre des grands traumatismes. Ensuite, afin de donner un diagnostic précis et de compléter votre examen clinique, il faut des incidences, il faut des radios pour voir les traits de fracture, pour confirmer si elles existent ou non. Donc, il y a plusieurs types de fractures, on va les voir. Il y a des incidences de face, de profil et intrabuccales, extrabuccales et intrabuccales. Donc, en premier lieu et en première intention, on demande toujours la radio panoramique. Pourquoi? Parce qu'elle donne une vue globale des deux maxillaires, les arcades dentaires, les ATM, d'accord? Et elle renseigne sur la symphyse, la branche horizontale, même angulaire et même aussi angulaire, condylienne.
Après, donc, il y a autre type de fracture, ça sera, pardon, d'incidence, c'est la face basse. La face basse, c'est quoi? Donc, c'est un examen qui donne incidence extra-buccale de face, qui nous renseigne sur les fractures postérieures, mandibulaires postérieures. Elle n'explore pas la région antérieure. Pourquoi? Vu la superposition avec le rachis cervical. Et là, beaucoup plus, si par exemple, en première intention, vous demandez une radio panoramique, vous suspectez qu'il y a une fracture condylienne. Là, on peut confirmer avec, vous avez un doute, demandez à une face basse pour confirmer, parce qu'elle renseigne sur les régions postérieures, angulaires et postérieures. Elles sont dégagées, les condyles sont dégagés. Et là, on l'appelle aussi la sous-occipito-frontale. Comme vous voyez là, donc elle ne donne pas avec précision l'arc mandibulaire, beaucoup plus c'est les condyles et les branches montantes, avec les branches horizontales. L'incidence de Dautrey, elle est moins demandée actuellement, ou bien on l'appelle aussi la symphyse étalée. Elle renseigne sur la région symphysaire et parasymphysaire. Coupez vos sons, s'il vous plaît. Coupez vos sons. Merci. L'incidence de Dautrey, on l'appelle aussi la symphyse étalée. Donc, elle renseigne sur la région symphysaire. Incidence transorbitaire, elle est moins prescrite actuellement, ou bien primaire. Elle donne la région du condyle sans superposition avec l'os mastoïde. Le maxillaire défilé, c'est que l'avantage, il donne l'image de l'hémimandibule sans superposition avec l'autre côté. La chouleur, beaucoup plus, elle est demandée pour la l'avantage. Coupez vos sangs. Elle donne des informations sur l'ATM, une seule ATM. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de superposition avec l'autre ATM. Et beaucoup plus, elle renseigne sur l'interligne, ça veut dire l'espace qui existe entre le condyle et la cavité glénoïde. Pour les incidences intrabuccales, beaucoup plus, c'est la radio rétroalvéolaire. Là, si on veut avoir plus de renseignements sur l'odonte et le parodonte, c'est pour les fractures dento-alvéolaires. Il y a aussi le cliché occlusal. Comme vous voyez là c'est un cliché occlusal de la région parasymphysaire où on voit qu'il y a une fracture parasymphysaire. Et bien sûr, comme examen plus spécifique, c'est le COMBIM ou bien le scanner en 2D et en 3D. C'est pour voir, et beaucoup plus là, c'est pour voir les types de déplacements et si le traumatisme s'inscrit dans le cadre d'un polytraumatisme, où il y a plusieurs types de fractures. L'IRM, beaucoup plus on demande de l'IRM, c'est pour se renseigner sur l'état du ménisque, pour les structures molles. Donc, aucun intérêt pour les structures osseuses, là, c'est le scanner. Sinon, si vous voulez se renseigner sur l'état du ménisque, ça sera l'IRM. On va passer maintenant aux fractures, aux formes cliniques des fractures mandibulaires. Il y a les fractures, les réparties aux fractures partielles. Beaucoup plus, c'est les fractures alvéolo-dentaires ou du rebord alvéolaire et les fractures du rebord basilaire. Ce sont des fractures qui sont partielles. La fracture du rebord basilaire, généralement, c'est dû à un choc direct. C'est une fracture qui peut être fermée ou ouverte à la peau. Il y a en clinique, donc cliniquement, on trouve une irrégularité du rebord en cas de déplacement. Pour les fractures maintenant, les fractures totales, il y a la fracture de la portion dentée. On va voir les fractures symphysaires et parasymphysaires, de la branche montante, de l'angle mandibulaire et de la portion non dentée qui sont les fractures de la branche montante, les fractures condyliennes et les fractures du coronet. Commençons par les fractures de la région dentée
qui sont symphysaires et parasymphysaires. On a dit, donc ici, le choc, le mécanisme peut être direct ou indirect. Direct, c'est au niveau du point d'impact, ou indirect, à distance du point d'impact. Indirect, le choc, il est latéral, il donne fracture symphysaire. Direct, c'est au niveau symphysaire ou parasymphysaire. Et là, indirect, vous aurez la fermeture de l'arc mandibulaire. Direct, il va donner l'ouverture de l'arc mandibulaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est la table interne qui se fracture en premier. Après, c'est la table externe. Quand le choc est latéral, on aura la fracture de la table externe en premier et après la table interne. Le trait de fracture au niveau symphysaire, il peut être médian, donc entre les deux incisives centrales. Il peut être paramédian, il peut être vertical, oblique, vertical ou alors ce qu'on appelle lambdoïde. Lambdoïde, ça veut dire quoi? Il commence vertical, après, au niveau de la base, il donne deux autres traits de fracture, ce qui va isoler ce fragment. C'est pour ça on les appelle les fractures lambdoïdes. C'est en forme de lambda. Après, on va voir les déplacements. Sans déplacement, normalement, le trait est souvent quand il est médian et quand le patient présente toutes les dents. Il peut y avoir un chevauchement quand le trait est oblique. Il peut y avoir un décalage quand le trait beaucoup plus est paramédian. Alors, sans déplacement, il n'y a pas de signe fonctionnel discret, généralement. On trouve une mobilité interfragmentaire. Sans déplacement, donc cliniquement, on ne trouve pas de changement de l'articulé dentaire, mais au cours de la manœuvre de Bercher, on va trouver une mobilité et aussi présence d'une plaie. Avec déplacement, on aura une béance unilatérale et un diastème. La présence de diastème, c'est surtout au niveau incisif. Pour les fractures de la branche horizontale, le choc peut être direct sur la branche horizontale ou au niveau de la région du tronc mentonnier, parce que c'est une zone de faiblesse. Le trait de fracture, il peut être oblique, comme vous voyez là. Et là, vous aurez, si on suit ces flèches, on aura un décalage. Le fragment postérieur sera déplacé en fonction des muscles élévateurs. Et ce fragment-là, il va déplacer en arrière et en bas sous l'action des muscles abaisseurs. Il peut être aussi, donc on l'appelle la fracture instable. Instable, ça veut dire il peut y avoir un déplacement secondaire sous l'action des muscles masticateurs. Par contre, la fracture stable, quand le trait de fracture, il va être contre le déplacement, contre l'action musculaire. Comme vous voyez là, normalement, là, on a dit le fragment, ce fragment, il va être ascensionné et avancé. Ce fragment, il va être déplacé vers le bas et vers l'arrière. Mais quand le trait de fracture, l'orientation du trait de fracture s'oppose à ce mouvement, au cours de ce déplacement, il va y avoir un accolement des deux fragments. Donc, automatiquement, il n'y aura pas de déplacement. C'est pour ça qu'on l'appelle la fracture stable. Le décalage, on peut avoir comme déplacement un décalage, comme vous voyez là. Là, j'ai expliqué. Et là, on peut avoir un chevauchement. Tout dépend du trait, de l'orientation du trait de fracture et aussi de l'orientation du biseau. Soit le biseau, il est externe ou interne. Cliniquement, donc, le déplacement, il peut y avoir, ne pas avoir un déplacement comme on aura des signes, les signes fonctionnels sont discrets avec une mobilité interfragmentaire.
Avec déplacement, on va trouver un trouble de l'articulé dentaire et latérodéviation du côté fracturé. Avec une présence d'un trouble de sensibilité labio-mentonnière, c'est-à-dire le signe de Vincent est positif. Pourquoi? C'est surtout quand le trait de fracture passe par le nerf mentonnier ou bien le nerf alvéolaire ou bien le trou mentonnier. C'est bon. On passe maintenant aux fractures de la région angulaire. Le mécanisme, donc la fracture angulaire, généralement, soit le choc est direct orienté vers l'angle, soit indirect au niveau de la symphyse, ce qui donne un trait de fracture à distance au niveau d'une zone de faiblesse angulaire. Le trait de fracture peut être, généralement, il est oblique en bas et en arrière. Les déplacements. Sans déplacement, comme il peut y avoir rarement qu'on aura une fracture angulaire sans déplacement, et souvent on aura un décalage. Pourquoi? Parce que le fragment postérieur sera déplacé sous l'action des muscles élévateurs et le fragment inférieur sera déplacé vers le bas et en arrière sous l'action des muscles abaisseurs. La clinique, sans déplacement, on trouve des douleurs, une sensibilité angulaire, présence d'une sensibilité d'une hypo ou anesthésie labio-mentonnière, vu l'atteinte du nerf du 5-3, un trismus, limitation de l'ouverture buccale, parce que plus le trait de fracture est postérieur, plus il y aura une sensibilité au cours des mouvements, vu le patient va éviter d'ouvrir la recherche d'une position antalgique. Avec déplacement, on aura un trouble de l'articulé dentaire, une latérodéviation du côté fracturé. Toujours, quand il y a une fracture unilatérale au niveau mandibulaire, la fracture, le déplacement se fait toujours vers le côté fracturé. Ça veut dire quoi? Donc, il faut mettre en tête, si vous recevez un patient traumatisé au niveau mandibulaire avec une latérodéviation, il faut toujours mettre en tête que le trait de fracture est situé vers le côté fracturé. Avec une béance, on trouve une béance du côté sain. Là, on trouve donc un choc direct latéral sur la branche montante. Le trait de fracture, il peut être horizontal comme il peut être vertical. Sans déplacement, souvent, avec déplacement, souvent on aura un chevauchement. Sans déplacement, les signes cliniques sont discrets. La fracture est mise en évidence soit par la palpation, soit radiologiquement. Et pour la branche montante, généralement, les fractures sont moins fréquentes par rapport à la fracture de symphysaire et de la branche horizontale. Pourquoi? Parce qu'on dit que la branche montante est matelassée par les muscles masticateurs. Donc, au niveau de la table externe, on trouve le masséter. Au niveau de la table interne, il y a le ptérygoïdien médial. Avec déplacement, il peut y avoir diminution de la hauteur de la branche montante, comme vous voyez là, sur le schéma. Là, c'est un chevauchement. Donc, il y a raccourcissement de la branche montante. Comme avec déplacement, donc diminution, trismus toujours par altération des muscles et trouble toujours de l'articulé dentaire. Donc, quand il y a un déplacement, toujours il y a un trouble de l'articulé dentaire avec toujours latérodéviation vers le côté fracturé. On passe maintenant aux fractures de la région condylienne. On a dit il y a la fracture capitale qui intéresse la tête condylienne, la fracture condylienne haute ou bien intra-articulaire et la fracture condylienne basse. Vous suivez.
Et la fracture, là, en 4, c'est la fracture, là, c'est la fracture du couronné. On explique d'abord les fractures de la région condylienne. Alors, la fracture basse, d'une manière générale, le mécanisme de toute fracture condylienne, le choc, il est souvent indirect. Donc, soit au niveau de la symphyse, soit au niveau angulaire. Et là, on aura une fracture à distance au niveau de la zone de faiblesse qui est le col condylien. Le trait de fracture, il peut être oblique en bas et en arrière vers le bord postérieur du ramus. Le biseau, et tout dépend de la table interne. Comme vous voyez là, on aura une fracture oblique vers l'arrière et le biseau, il est au dépend de la table interne. Son déplacement, donc on va voir les signes cliniques après. Il peut ne pas y avoir de déplacement comme il peut y avoir un déplacement. Et là, on assiste à un chevauchement. D'accord? Chevauchement. Le petit fragment condylien qui chevauche avec le grand fragment inférieur. Comme on peut avoir une luxation, là, après une angulation, quand le fragment condylien, il est luxé, ça veut dire il est luxé, soit beaucoup plus vers la face interne. Donc, de profil, le trait de fracture peut être horizontal, de face et de profil, là, comme il peut être oblique. Et là, donc, on voit une luxation qui se fait en avant, comme là, dans le sens sagittal. Elle peut être aussi, la luxation se fait en avant et en dedans. Donc, se fait vers l'avant et à l'intérieur. Soit en dedans, comme vous voyez là. Là, c'est on ne parle plus d'angulation, c'est une luxation. Les fractures capitales, comme vous voyez là, elles peuvent être partielles, ça veut dire une partie de la tête condylienne qui sera fracturée, soit la totalité de la tête condylienne, soit on appelle les fractures par éclatement. Comme vous voyez là, au niveau de la tête condylienne, il y a plusieurs traits de fracture, ce qu'on appelle les fracas. Et là, beaucoup plus, ça survient au cours des grands traumatismes. Lésion condylienne. Alors, la clinique maintenant, sans déplacement, les signes cliniques sont discrets. Une douleur pré-tragienne, c'est surtout au cours de l'ouverture, la fermeture, au cours des mouvements, même surtout la déduction et la protrusion qui deviennent difficiles. Une limitation de l'ouverture buccale avec latéraux-déviation, toujours vers le côté de la fracture condylienne. Avec déplacement, toujours les douleurs, c'est surtout quand on appuie sur la région condylienne ou alors au niveau symphysaire. Le jeu condylien au cours de l'examen de la dynamique mandibulaire, on trouve que le jeu condylien n'est pas perçu, ça veut dire qu'il y a une fracture condylienne avec limitation de l'ouverture buccale et latéraux-déviation toujours qui se fait du côté fracturé. Avec déplacement, il y a un contact prématuré toujours molaire et côté fracturé, avec une béance contralatérale du côté sain. Les fractures du couronné maintenant qui restent rares, et souvent dues à un choc direct, violent, donc quand l'intensité est importante. Comme symptomatologie, on trouve une limitation de l'ouverture buccale avec déplacement qui se fait en haut et en arrière. C'est sous l'action du temporal parce que c'est le temporal qui s'insère sur le couronné. C'est pour ça qu'on a un déplacement qui se fait vers le haut et vers l'arrière. Le diagnostic clinique, des fois, il est difficile et il faut la radio. On va donner, dans certains cas, il y a plusieurs traits de fracture. On va parler de la fréquence. Souvent, on trouve des doubles fractures parasymphysaires et double fracture angulaire bilatérale et condylienne bilatérale. Là, on assiste à une fracture là qui est
de la branche horizontale de part et d'autre, comme vous voyez là. Et là, si vous voulez, le déplacement se fait. Alors, le fragment médian qui va être sous l'action des muscles abaisseurs, qui va être abaissé et rétropulsé. Les deux fragments latéraux qui vont être sous l'action des muscles élévateurs, qui vont être déplacés en avant et vers le haut. Là, on voit une double fracture angulaire. Donc, le fragment médian qui sera sous l'action des muscles abaisseurs, il sera abaissé et rétropulsé. Les deux autres fragments, sous l'action des muscles temporales et là, élévateurs, qui seront ascensionnés et rétropulsés. En cas de double fracture condylienne, on aura quoi? Donc, ce fragment, donc double fracture condylienne, ça veut dire ce fragment médian qui sera déplacé vers le bas et vers l'arrière sous l'action des muscles abaisseurs. Les deux autres fragments condyliens qui seront déplacés sous l'action beaucoup plus du muscle ptérygoïdien latéral. Donc, souvent, c'est en dedans. Particularité chez l'enfant maintenant, vu la plasticité de l'os chez l'enfant, des fois, on parle de fracture en bois vert. C'est comme une déchirure, c'est pas une vraie fracture. Parce que l'os est plastique, il est mou, on assiste à une déchirure. C'est pour la raison pour laquelle des fois la fracture chez l'enfant passe inaperçue. Ça veut dire on reçoit un patient avec tous les signes de fracture condylienne, mais on demande une radio, on ne voit pas le trait de fracture. Et là, il faut commencer la thérapeutique parce qu'elle peut passer inaperçue et à ce moment-là, les conséquences seront graves et les séquelles, on va assister à une ankylose. Une plaie du menton, toujours, comme je disais au début, une plaie du menton va nous pousser à chercher une fracture condylienne à distance. Et les fractures condyliennes entraînent des complications morphologiques et fonctionnelles, vu l'ankylose temporomandibulaire. La durée, certaines particularités on a dit la vascularisation au niveau mandibulaire qui est terminale. Et à ce moment-là, la durée de consolidation de la mandibule, de l'os mandibulaire qui dure plus par rapport au maxillaire, en moyenne, ça sera 45 jours. Les fractures condyliennes, en moyenne, c'est 21 jours. Et chez l'enfant, elle est rapide, elle est de 3 semaines. Chez le sujet âgé, elle prend plus de temps, ça sera en 2 mois. Quand il y a une fracture condylienne, il y a toujours le risque d'ankylose temporomandibulaire. Ça veut dire quoi? Il va y avoir une formation d'un os entre les deux, entre le condyle et la cavité glénoïde. Et à ce moment-là, il n'y aura pas une mobilité. On assiste à une limitation de l'ouverture buccale par manque de mobilité condylienne. Comme complications, elles peuvent être immédiates. Asphyxie, tout dépend du type de trauma, et des traits de fracture, des hémorragies, les complications tardives, c'est infectieux, c'est surtout l'ostéite parce qu'elle est fréquente au niveau mandibulaire et si la fracture ne sera pas traitée. Des troubles de consolidation, on peut assister à une consolidation visceuse ou pseudarthrose. Alors, pour la consolidation visceuse, ça veut dire quoi? Ici, les deux fragments osseux ne vont pas consolider dans leur position initiale. Par contre, la pseudarthrose, c'est que chaque fragment d'os cicatrise seul. C'est pour ça qu'on l'appelle pseudarthrose. Pseudo, ça veut dire presque. Arthrose, ça veut dire articulation. Donc, chaque fragment cicatrise selon ses propres capacités et on aura deux fragments qui ne seront pas consolidés. Donc, vous aurez les deux fragments, il y aura une cicatrisation, mais
avec mobilité. Et comme complication grave, on aura l'ankylose temporomandibulaire, c'est beaucoup plus quand il y a une fracture condylienne non traitée. Les séquelles, on a des séquelles morphologiques, c'est surtout chez l'enfant, parce qu'il est en pleine croissance. Si les fractures, les traits de fracture vont toucher les sites de croissance, il n'y aura pas de croissance mandibulaire et ça va se répercuter morphologiquement. Il y aura une face adulte avec une petite bouche, une petite mandibule. Perte de substance, c'est surtout dans les traumas balistiques, les grands traumas, et troubles psychologiques vu les séquelles ou bien les complications morphologiques. Un patient qui n'ouvre pas, qui peut pas, qui se présente avec une limitation d'ouverture buccale, tout ça, ça va se répercuter sur sa psychologique. On trouve un patient qui est un enfant qui sera isolé. Comme séquelles fonctionnelles, troubles de l'articulé dentaire, les édentements, les troubles, les dysfonctionnements, c'est surtout qu'il n'y aura pas, si vous voulez, comment dirais-je, une consolidation correcte. Voilà, donc il faut, pour les traumatismes mandibulaires, ce qui est important, c'est de faire un bon examen clinique, explorer bien radiologiquement, donner un bon diagnostic et surtout diagnostic précoce et rapide afin de traiter rapidement et éviter les complications et les séquelles. Est-ce que vous avez des questions?